Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vais aborder l'utilisation des sections dans la mise en page de documents. Alors, qu'est-ce qu'une section? Eh bien, une section, on peut la définir très simplement donc dans un document Word par le fait de couper un document, donc un fichier Word sur votre disque dur, de le couper virtuellement en plusieurs morceaux appelés sections. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir réaliser des mises en page différentes d'une section à l'autre. D'accord? Alors, quels usages peuvent être faits de ces sections? Eh bien, plusieurs choses. Donc, l'exemple, la page de garde, par exemple, où on va vouloir mettre, par exemple, une bordure spéciale sur la page de garde, un titre qu'on va vouloir centrer, un, un en-tête pied de page différent dans certaines parties du document. Voilà. Et encore bien d'autres exemples qu'on pourrait imaginer. Alors, pour créer ces différentes sections, et donc pouvoir vous montrer concrètement comment faire certaines de ces mises en forme particulières, je vais d'abord avoir besoin de vous parler des sauts, donc des sauts de page et des sauts de section. Pardon. Alors, les sauts, où se trouvent-ils dans Word? Ils se trouvent dans mise en page. Tout ce qu'on va faire dans cette vidéo va globalement se trouver ici dans mise en page. Donc, les sauts se trouvent ici dans saut de page, page et section. D'accord? Donc, vous voyez que des sauts de page, il y en a 3. Des sauts de section, il y en a 4. Alors, dans cette partie, on ne va parler vraiment que de deux en particulier, à savoir le saut de page et le saut de section page suivante. Dans une autre partie, on abordera les colonnes avec le saut de colonne et le saut de section continu. Pardon. Donc, commençons par le premier, à savoir le saut de page. Alors, je vais, afin de distinguer les différentes pages, écrire voilà, simplement ici page 1. Et donc, je vais créer une seconde page. Alors, je vais mettre ça en bien grand comme ça. Voilà. Donc, je vais simplement séparer d'abord ce document en deux pages à l'aide du premier saut, donc le plus connu, je pense, qui est le saut de page. D'accord? Donc, on va le faire. Voilà. Je vais ajouter un saut de page. Donc, c'est encore une fois très important de travailler avec vos caractères non imprimables afin de voir quel saut est inséré à quel endroit. Donc ici, on voit bien que c'est un saut de page. Alors, la seule manière de voir concrètement ce qui se passe au niveau des sections, c'est de visualiser ça dans l'entête ou dans le pied de page. Mais ici, on va le faire dans l'entête. Donc, je vais double-cliquer dans l'entête. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout simplement que, a priori pour le moment, il n'est nullement question de section. On se retrouve simplement avec une en-tête qui porte le même nom, qui est la même. Donc, si j'écris ici, eh bien, tout simplement, je vais écrire sur la page d'à côté. Il n'y a pas de raison que ça en soit autrement. Donc, ça, c'est un saut de page. C'est-à-dire que les deux pages, d'un point de vue mise en page, voilà, font partie du même document, de la même section. Il n'y a rien qui change. Voilà. C'est un simple saut de page. D'accord? Alors maintenant, si je refais la même chose avec le saut de section. Donc le pendant du saut de page, c'est le premier ici des sauts de section. Donc il va faire la même chose. Voilà, donc j'insère un saut de section page suivante. Et a priori comme ça, on est dans la même situation, sauf que si je vais maintenant dans l'entête, eh bien je peux voir très clairement que j'ai ici une en-tête section 1 et ici une en-tête section 2. Ça veut dire que maintenant mon document est coupé en deux, virtuellement évidemment, mais coupé en deux, avec une page dans la section 1 et une page dans la section 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Eh bien que les en-têtes de ces deux sections, malgré tout, sont toujours liées entre elles, c'est-à-dire que la 2 sera toujours identique à la 1 et inversement, d'accord? À cause de ce lien. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose ici, eh bien, vous voyez que ça apparaît quand même là-bas.
Par contre, toute la différence maintenant, c'est que je vais pouvoir faire différemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que cet en-tête-là, je veux qu'il ne soit plus le même que l'en-tête de la section 1. Et comment je vais faire ça? Avec une fonction qui va enlever en fait ce identique au précédent ici. Et donc cette fonction, c'est la fonction liée au précédent qui est là. D'accord? Donc ça se trouve, dès que vous êtes dans l'en-tête, vous avez ce bouton qui apparaît. Donc si je le décoche, vous voyez que ça disparaît ici. Et donc là, je peux écrire par exemple en-tête, section 1, voilà. D'accord? Et ça n'apparaît pas là. Je pourrais très bien écrire par exemple ici en-tête, section 2. Vous voyez que maintenant je peux le faire. Je peux tout à fait écrire en-tête section 1 et en-tête section 2. D'accord? Donc là, j'ai créé deux sections. Alors, tant qu'on y est, voyons un petit peu ce qu'on peut faire d'autre maintenant que j'ai deux sections. Donc on va s'occuper de cette page-ci et imaginons que cette page-ci, on la renomme et que ça devienne une page de garde, par exemple. Alors, je pourrais imaginer sur cette page de garde, de faire une bordure sur cette page de garde. D'accord? Alors, si vous vous rappelez du cours précédent ou de la vidéo précédente, dans la vidéo précédente, j'ai parlé du fait que dans bordure et trame, nous avons ici un onglet qui est bordure de page. D'accord? Alors, je vais faire une bordure. Donc, ce coup-ci, ça ne sera pas un paragraphe, mais à la page. Donc, je vais faire par exemple une bordure double. Alors, moi, je veux que ce soit à la page. Alors là, par contre, il faut faire très attention. C'est que vous voyez ici que c'est appliqué à. Appliqué à quoi? À tout le document pour le moment. Or, moi, je ne veux pas que ce soit à tout le document. Je veux que ce soit à la section 1. Donc, la page dans laquelle je travaille, donc dans laquelle mon curseur se trouve. Donc, si je change ici, vous allez voir que je peux appliquer cette configuration non pas à tout le document, mais à cette section uniquement. Alors, ces deux-là, je vous conseille très fortement de ne pas les utiliser pour le moment, parce que ça complexifie encore plus la configuration. D'accord? Ça, globalement, on parle de sous-section, ce qui devient encore plus compliqué. Donc, on va s'occuper pour le moment de cette section uniquement. D'accord? Si je fais OK, qu'est-ce que je remarque? Voilà, je me retrouve avec une bordure uniquement sur la section 1. D'accord? Comme je l'ai écrit ici. Alors, autre chose qu'on peut faire à partir du moment où on a une section, ça serait par exemple centrer ce texte verticalement sur la page. Alors, je précise que j'ai rappelé donc dans la première vidéo que oui, je pourrais faire ça, sauf que je crée toute une série de paragraphes vides, donc ce n'est pas du tout la bonne méthode. Je vous rappelle que moins il y a de caractères non imprimables, mieux c'est. D'accord? Donc, il y a une méthode pour centrer verticalement un contenu sur une page. D'accord? Alors, cette méthode, c'est mise en page. Je vais aller dans mise en page ici. Ça concerne une page, c'est assez facile à retenir. Je veux centrer verticalement sur la page, donc c'est dans mise en page. Le menu complet, mise en page, alignement vertical, centré à cette section. Donc attention, pas à tout le document, uniquement à cette section. Voilà. D'accord? Et donc là, je centre mon contenu parfaitement et vous voyez que je n'ai aucun caractère non imprimable supplémentaire. Donc tout va bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec une section? Donc là, j'ai fait, la bordure, j'ai fait le centrage vertical. Alors, on pourrait même s'amuser, si on voulait, si on en a besoin. On pourrait même imaginer, par exemple, que une page ait des marges différentes. Pourquoi pas? Donc, exemple, je vous propose de le faire. Donc, ici, on a une page 2. Donc, j'aimerais bien créer une page 3. D'accord? Et donc, on va commencer à parler du choix aussi entre saut de page et saut de section. Là, moi, j'aimerais bien créer des marges différentes. Donc, comme je parle de quelque chose de différent d'une page à l'autre, il faut commencer à comprendre que quand on a quelque chose de différent d'une page à une autre, il va falloir une section différente. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais créer une page 3.
Et je vais faire quoi? Ben, si je mets un saut de page, ben, je ne pourrai pas évidemment changer les marges de la page 2. Les deux vont changer, la page 2 et la page 3. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je remets un saut de section. D'accord? Et maintenant, sur ma page 2, eh ben, je pourrais tout à fait imaginer de venir dans marge, par exemple. Voilà, d'aller dans marge personnalisée. Et ben, vous voyez encore une fois que je peux eh bien, appliquer cette mise en forme uniquement à la section. D'accord? Donc je ne sais pas, moi, je pourrais faire exprès de mettre, par exemple, allez, ici, haut et bas à 1 cm, par exemple. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a que celle-là qui a bougé. D'accord? Ici, j'ai toujours une marge normale. D'accord? Donc, ben, je vous propose de continuer. Alors, imaginons maintenant, j'aimerais bien simplement ben, rajouter une page 4. Sauf que là, je vais faire aucune modification. Voilà, l'entête va continuer à se propager, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne change absolument rien. Ben, donc là, je pourrais, voilà, je vais simplement faire une, une nouvelle page dans la même section. D'accord? Je vous rappelle, là, on est toujours dans la... il faudra que je change d'ailleurs. Ici, on n'est plus dans la section 2, mais dans la section 3. D'accord? Par contre, le problème, c'est qu'actuellement, ben, ma section 3, elle est toujours identique. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais simplement mettre en tête dedans. Voilà. D'accord? Je ne vais plus préciser la section ici. Vous voyez que ça s'est modifié là aussi, hein, parce que ce sont deux sections différentes, mais où les entêtes sont liées, contrairement à ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un simple saut de page. Voilà. Donc si je descends, j'ai maintenant cette page-là qui est aussi dans la section 3. Vous voyez, 3 et 3. Bon, tout ça, ça va. Ok, alors maintenant, je vais rajouter encore une page, sauf que j'aimerais que ben, cette page soit non pas en paysage, enfin en portrait comme maintenant, mais en paysage. Donc, ben, de nouveau, la même question. Quel saut vais-je devoir employer? Est-ce que c'est un saut de page ou un saut de section page suivante? Eh bien, comme je veux modifier l'orientation, eh bien, c'est un saut de section page suivante. Parce que si je mets un saut de page, eh bien, c'est toute la section qui va changer. Donc, essayez un peu d'imaginer, si je rajoute ma page ici, je vais rajouter une page 5, si je change l'orientation de la page 5, eh bien, combien de pages vont bouger en fait? D'accord? Si vous avez bien compris le principe, à votre avis, jusqu'où va remonter la configuration orientation paysage? D'accord? Donc, mettez pause si vous voulez réfléchir un petit peu. Hein, et je vous donne la réponse. Mais si on rajoute une page 5 ici avec un saut de page, eh bien, si on change l'orientation, c'est la page 5, la page 4 et la page 3 qui vont bouger. Étant donné que là, j'ai une section. Donc, ce sont ces trois pages-là qui vont bouger. Donc, si je veux uniquement la page 5, eh bien, je vais devoir mettre un saut de section. Voilà. Et maintenant, là, je vais pouvoir changer orientation, paysage. Ok? Donc là, vous voyez que j'ai que cette page-là en paysage. Si maintenant, je veux revenir en portrait, donc là, on est dans le cas vraiment très classique dans un travail où je vais avoir besoin d'une seule page en paysage pour mettre un graphique, par exemple, ou un schéma, et puis je repasse en portrait pour continuer à travailler. Ben, comme je veux repasser en portrait, je rechange de nouveau l'orientation, donc je dois mettre un saut de section page suivante. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, au moment où je vais changer ici, ben, forcément ma page va bouger. Donc j'aurai perdu tout mon travail. D'accord? Donc là maintenant, qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis ici? Eh bien, je peux dire que voilà, ouais, je peux rechanger en portrait. Voilà. D'accord? Donc là, je me retrouve avec une page en paysage dans un document en portrait. Voilà. Alors, je vais encore faire une dernière page, vous comprendrez pourquoi après. Et cette page-là, c'est une simple page de texte en plus, donc je vais mettre un saut de page. Je ne ferai aucune configuration particulière dessus. Voilà. Donc là, je me retrouve avec quoi? Une page de garde, une page ici où j'ai modifié les marges, une page toute basique,
qui vient juste derrière. Ici, encore une page toute basique, qui est la même que la page au-dessus. Et à partir de ce moment-là, je passe en paysage, je reviens en portrait, et là, j'ai une page toute simple. Alors, on pourrait s'amuser à compter, tiens, combien de sections on a dans ce document, par exemple. Alors, je vais vous laisser compter. Donc, voilà, vous voyez ici la configuration des 3 premières. Et enfin, la configuration des 4 dernières pages. D'accord? Donc, à votre avis, combien y a-t-il de sections dans ce document? Alors, je vous propose de vérifier. Donc, ici, j'ai la 1. J'ai un saut de section, donc forcément, j'aurai une 2 qui est là. J'ai de nouveau un saut de section, donc j'ai une 3. Donc, 2 sauts de section égale 3 sections. Il y en a toujours une de plus. Ici, je continue. Ah, j'ai de nouveau un saut de section, donc j'incrémente encore. 4. Un saut de section, j'incrémente encore. 5. Et puis, je reste à 5. Donc, j'ai 4 sauts de section. Donc, j'ai 5 sections différentes dans mon travail. D'accord? Pour le moment, en tout cas. Donc, voilà un petit peu pour le principe donc, des sections et quelques applications concrètes des sections. Alors, on pourrait encore faire un exemple, tant qu'on y est. J'aimerais bien avoir, par exemple, sur ma page de garde, un pied de page unique. D'accord? Donc, vous voyez que l'entête, lui, il est unique. J'aimerais bien faire la même chose pour le pied de page. Donc, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes sur ce que vous allez devoir faire pour que ça fonctionne. Donc, si pour le moment j'écris quelque chose ici, que va-t-il se passer? Tout va se propager. D'accord? Alors, que vais-je devoir faire? Eh bien, je vais devoir enlever le lien ici entre la section 2 et la section 1. Donc, je délie. Et là, je peux écrire maintenant, par exemple ici, mon pied de page. Voilà. D'accord? Imaginons maintenant, j'ai envie, je ne sais pas moi, à partir de cette section-là, voilà, ici, j'ai envie là d'écrire un autre en pied de page, mais qui ne remonte pas. Encore une fois, que vais-je devoir faire? Eh bien, je vais devoir, donc, de la même façon, j'ai 2 sections entre les deux, donc, a priori, ça ne remontera pas, sauf que pour le moment, le pied de page section 5 est lié au pied de page section 4. Donc, je vais devoir de nouveau casser le lien, et ici, je vais pouvoir écrire un pied de page pour ma section 5. OK? Alors, je vous propose maintenant de passer je dirais, la dernière étape de ce genre de travail. Et vous remarquez d'ailleurs bien que je ne fais ça qu'en tout dernier. Ce sont les numéros de page. D'accord? Donc les numéros de page, c'est quelque chose qui pose souvent problème dans les mises en page dès que le document devient un petit peu long, et surtout quand on a des sections. Il faut savoir qu'on ne numérote jamais une page de garde, par exemple. Donc dans ce cas-ci, je ne peux pas commencer ma numérotation ici. D'accord? Alors, petit aparté par rapport à ça, euh, il est évidemment fortement non recommandé, on va dire ça comme ça, de créer donc une page de garde, par exemple, toute seule dans un document, puis de créer, par exemple, une page en paysage toute seule dans un document, et puis bien de tout imprimer et de faire un gros paquet avec tout pour rassembler le travail. Alors, en termes de numéro de page, c'est un calvaire à gérer. La page de garde, enfin la table des matières, n'en parlons même pas, ça devient quasiment impossible. Donc l'idée, quand on fait un travail, tout doit se trouver dans le même fichier, quelle que soit la longueur du travail d'ailleurs. Que votre travail fasse 10 pages ou 300 pages, ça n'a aucune espèce d'importance, tout doit se trouver dans le même fichier. D'accord? Donc, en ce qui concerne les numéros de page, je vous propose de travailler avec une méthode vraiment systématique, qui normalement, si vous l'appliquez telle qu'elle, eh bien, vous ne devriez normalement jamais faire d'erreur de ce point de vue-là. D'accord? Et j'insiste encore par rapport au numéro de page, quand vous faites un travail et qu'il y a des numéros de page à insérer, c'est quelque chose que vous devez faire en tout dernier. Certainement pas au début. D'accord? Parce que
ça va poser de gros soucis si vous le faites mal. Et même en le faisant bien, eh bien, à un moment, vous devrez annuler et recommencer. Voilà, c'est comme ça. Donc les numéros de page, c'est tout à la fin. Donc ici, moi, ce que je vais vouloir faire, eh bien, c'est insérer mes numéros de page ici, dans mon pied de page section 2. Et que ça ne remonte pas sur ma section 1. Donc la première étape de l'insertion des numéros de page, ça va être de numéroter, non, pardon, d'insérer votre curseur dans la page où vous voulez commencer à numéroter. Donc moi ici, je vais commencer à numéroter sur la page 2, donc j'insère mon curseur dans le pied de page de la page 2. Ok, maintenant que c'est fait, la deuxième chose que je vais devoir vérifier, eh bien, vu que je veux que ça ne remonte pas, donc que mes numéros de page ne remontent pas sur ma page de garde, eh bien, je vais avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est d'avoir une section entre les deux. Ici, c'est bon, c'est le cas. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que les pieds de page ne soient pas liés. Sinon, ça va remonter quand même. Ici, on remarque que c'est bon aussi. Si ça ne l'était pas, eh bien, il faudrait que je vérifie est-ce que j'ai le bon saut dans la page d'avant et est-ce que j'ai délié. Donc, je corrige et puis je reviens à ma méthode. Je vérifie que j'ai bien une section et que c'est délié. Alors, une fois que c'est fait, on va aller vérifier le format des numéros de page. Alors, pour vérifier ça, soit je vais dans en-tête pied de page, numéro de page, d'accord, soit je le fais avec insertion, ça marche aussi. C'est plus facile de le faire par là. Donc, en-tête pied de page, numéro de page, et je vais cliquer sur format. Alors, ici, il y a une chose vraiment importante à comprendre. Tout ceci, c'est de la, je vais dire, de la déco. Donc, ça n'a pas d'impact sur vraiment la configuration des numéros de page. C'est juste de la déco. Par contre, ceci est super important à comprendre. C'est que des numéros de page, il y a deux façons de les insérer. Soit on va les insérer à la suite de la section précédente. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Eh bien, ça veut dire que Word va aller regarder à la suite de la section précédente ce qui se passe. D'accord? Donc, dans mon cas ici, il va se passer quoi? Il va voir qu'il y a une section devant, il va la compter, mais il ne va pas insérer sur la page, il va attendre d'être sur la page où j'ai mon curseur. Donc c'est pour ça que je vais avoir 2 ici qui va apparaître. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Alors, c'est la méthode qui est cochée par défaut. Et une autre bonne règle de bonne pratique par rapport à Word, c'est que ce qui est par défaut, eh bien, il vaut mieux le laisser par défaut. Sauf si on sait vraiment ce qu'on fait et qu'on a besoin d'autre chose. Mais si c'est là par défaut, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est pareil pour les en-têtes pied de page. Si elles sont liées par défaut, c'est qu'il y a une raison. Il faut le laisser, sauf si on a expressément besoin de changer le fonctionnement à cet endroit-là. Mais sinon, on laisse par défaut. Donc ça, je vais le laisser par défaut. Alors moi, j'appelle ça le mode automatique. D'accord? Parce qu'on va laisser Word insérer à notre place et compter à notre place. Alors, l'autre mode, on l'utilisera après. Donc pour le moment, je vais laisser ce mode-là. Et ensuite, je vais insérer mes numéros de page. Voilà. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. OK. Alors, on pourrait se dire maintenant, ah, et là, pourquoi j'ai rien? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Pourquoi est-ce que mes numéros de page ne continuent pas ici? Eh bien, tout simplement parce que entre le pied de page de la section 4 et le pied de page de la section 5, il y a le pied de page qui a été délié. Donc forcément, ça n'ira pas plus loin. D'accord? Alors maintenant, on va faire 2 cas de figure. Donc je vais effacer ici, par exemple, mon pied de page. On va faire 2 cas de figure pour que vous compreniez bien. Le premier cas de figure, eh bien, j'aimerais simplement continuer à numéroter. Donc là, j'aimerais bien avoir 6, pour le dire clairement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ma méthode. Je mets mon curseur dans la 1, je vérifie que j'ai 2 sections. Bon, ici c'est le cas. Je vérifie que c'est délié. Bon, alors, là, ok. Je dirais même, il y a même une autre façon. Il suffirait, à la limite, que je relie les pieds de page et ça serait bon. D'accord? Donc, à la limite, je pourrais faire ça. Donc, je vais les relier, par exemple. Si je les relie, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, je continue. 6 et 7. D'accord? Donc, ça marche.
Maintenant j'aimerais bien moi faire autre chose. Imaginons que je sois dans un TFE et que je fasse mes annexes, donc tout à la fin de mon travail. Et j'aimerais bien, eh bien recommencer la numérotation ici à 1. Alors là, je vais avoir un souci parce que je ne peux pas le faire, a priori. Pas avec le mode automatique en tout cas. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais devoir reprendre ma méthode dès le départ, donc positionner mon curseur dedans, vérifier que j'ai deux sections, comme je veux faire quelque chose de différent. Je dois délier, donc je délie. Je vais supprimer mes numéros de page. Et maintenant, il va bien falloir que je les réinsère, mais autrement. Donc je vais aller dans numéro de page, format. Celui-là, je ne peux pas le garder. On est bien d'accord. Si je le garde, eh bien, je vais de nouveau avoir 6. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de forcer Word à m'écrire 1 à la place. D'accord? Donc je vais le faire. Voilà. Et donc là, j'ai bien 1 et 2. Et je recommence. D'accord? Alors le problème avec ce mode-là, c'est que si maintenant je viens réinsérer une section derrière, eh bien, il va reprendre la configuration de la section, c'est-à-dire à partir de 1, et il va me réécrire 1. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que les numéros de page, il faut les faire en tout dernier, une fois qu'on a toutes ces pages. Parce que sinon, on risque de devoir les recommencer en permanence. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur les sections, donc le saut de page et le saut de section page suivante. Dans la prochaine partie de la vidéo, on va s'intéresser à deux autres sauts, donc qui sont le saut de colonne et le saut de section continue, hein, qui eux s'utilisent principalement dans la mise en colonne de texte. Voilà, bon travail! Donc je vous propose maintenant de continuer avec la mise en colonne. Donc pour la mise en colonne, ce sera nettement plus simple à expliquer que pour les sauts de page et sauts de section, étant donné que c'est un cas beaucoup plus particulier. Donc afin d'expliquer la mise en colonne, voilà, j'ai pris ici un petit morceau de texte et donc je vous propose simplement donc, de réaliser une mise en colonne. Alors, comme d'habitude, le principe ici sera de taper, on va dire, le texte à mettre en colonne au préalable, hein, comme d'habitude. Donc il n'est pas question de faire une mise en colonne sans texte, hein, il faut bien quelque chose. Donc voilà, ici moi je vais mettre en colonne ceci. Voilà, donc je l'ai tapé au préalable et ensuite je vais faire la mise en colonne. Alors la mise en colonne se trouve au même endroit que les sauts, hein, donc juste à côté, ici, donc colonne. Alors vous avez évidemment des raccourcis. Moi j'aime bien donc les menus complets, donc je vais aller chercher le menu complet pour le parcourir ensemble. Donc on a ici une colonne, hein, ce qui revient à faire aucune colonne évidemment, c'est le mode par défaut, puis 2, puis 3, puis on pourra aller 4, 5. Il ne faut pas oublier évidemment que plus vous allez rajouter de colonnes, moins vous avez de place. Donc sur une page en portrait, c'est pas au-delà de 3, ça devient compliqué. D'accord? En paysage, là, on peut peut-être aller un peu plus loin. Gauche et droit, là, on aura une colonne gauche plus petite que la droite et inversement. Alors moi ici pour l'exemple, je vais faire une 3 colonnes. Je vais rajouter une ligne hein, pour séparer les différentes colonnes, tant qu'à faire. Et si on veut modifier la largeur des colonnes, il faut décocher ici largeur de colonne identique. Et là, il faut bien faire attention qu'il faut modifier les colonnes dans l'ordre hein, donc de la gauche vers la droite, donc de la 1 vers la 3, en sachant que la 3 prendra la largeur qui reste. D'accord? Donc on va commencer à modifier la 1, puis la 2, et enfin la 3 prendra ce qui reste. D'accord? Donc là, je vais faire OK et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors, donc ici, j'ai bien mes trois colonnes. Seulement, on remarque tout de suite que le texte se met dans une colonne et puis les deux autres restent vides. D'accord? Alors pourquoi ça? Eh bien, il faut essayer de voir ce qui se passe ici au début de la colonne. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais faire un truc normalement interdit, mais voilà, je vais faire ça. Ça va me permettre ici de vous montrer que le début de la colonne est défini par une espèce de drapeau qui, en l'occurrence, se trouve être un saut de section continu. Donc dans les sauts, je vous avais parlé, donc on a fait le saut de page suivante, il restait le saut de colonne et le saut continu. Eh bien, le saut continu apparaît ici.
Donc en fait, il agit comme un drapeau indiquant qu'on est au début d'une mise en colonne. Alors, pourquoi en fait est-ce que ça ne s'équilibre pas correctement? Eh bien, tout simplement parce que ici, au fond, eh bien, vous voyez, on n'a pas ce saut de section qui va nous dire, ben là, j'arrête de faire une mise en colonne. Pour le moment, ben, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc c'est pour ça que ça ne s'équilibre pas. Donc pour définir la fin de la mise en colonne, eh bien, il suffit de faire quoi? Eh bien, de venir ici à la fin et rajouter tout simplement un saut de section continu à la fin du texte qui doit être mis en colonne. Donc dans ce cas-ci, je vais faire ça. Donc saut de page, et je vais aller dans saut continu, ici à la fin. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, que ça s'équilibre tout de suite beaucoup mieux. Hein. Donc ce que je peux faire pour que ce soit plus joli, hein, une mise en colonne, il est vivement conseillé de justifier de toute façon. Voilà. Et je vous expliquerai après comment régler le problème de ces petits blancs-là. Donc ce qu'on peut faire ici, maintenant qu'on a équilibré, donc en ajoutant une fin ici à la mise en colonne, on peut remarquer que sur le dernier paragraphe, ben, on n'a plus le symbole de fin de paragraphe. En fait, où est-il? Ben, il est simplement venu, il est sorti de la colonne, vu qu'on a mis une fin, ben, il est sorti de la colonne, il est venu se mettre là. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est remettre une fin de paragraphe. Donc là, comme ça, on a une mise en colonne complète. D'accord? Donc on a un début et on a une fin. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si on vient se mettre ici après la mise en colonne et qu'on veut taper du texte, alors je vais pas aller très très loin, vous allez comprendre, hein, si vous regardez dans la règle, hein, ici, ben, on voit que la mise en colonne, elle est toujours là. D'accord? Alors pourquoi elle est toujours là? Eh bien tout simplement parce que quand on a fait la mise en colonne, ben, on a sélectionné tous les paragraphes concernés, y compris ce symbole-là, qui je vous rappelle, ben, avant était ici. Donc forcément, il a gardé la configuration 3 colonnes. Donc que faut-il faire pour revenir en une colonne? Eh bien tout simplement retourner dans mise en page, colonne, une seule. Et voilà, on voit que la mise en colonne a disparu. Donc ça, c'est vraiment la seule utilisation réellement enfin, connue, en tout cas utile, du saut de section continue. Il y a moyen d'en faire d'autres choses, mais vraiment on l'utilisera quasiment exclusivement pour les mises en colonne. D'accord? Alors, il y en a un autre, bah, c'est le saut de colonne. D'accord? Alors, si je prends l'analogie avec le saut de page, bah, le saut de page, il permet de faire passer du texte à la page suivante. Eh bien, le saut de colonne va permettre de faire passer du texte à la colonne suivante, tout simplement. Donc, si je viens ici et que je fais un saut de colonne, voilà. Alors évidemment, on remarque qu'une fois qu'on met un saut de colonne, ben, ça ne s'équilibre plus. Hein. Donc forcément, si on commence avec un saut de colonne, il faut aller jusqu'au bout. Donc par exemple, voilà, je pourrais dire, ben, ici, j'en mets un deuxième. Voilà. D'accord? Donc une fois qu'on met des sauts de colonne, ben, il faut en mettre jusqu'au bout, évidemment, pour équilibrer jusqu'au bout des 3 colonnes. Sinon, ça ne fonctionne pas, évidemment. Ok, alors, pourquoi est-ce que on a dû finalement bidouiller un petit peu et rajouter le son continu en fait à la fin nous-mêmes? Bah, pour une raison très simple. Alors je ne vous ai pas donné le truc tout de suite évidemment pour vous expliquer bah, comment faire au cas où ça vous arrive, hein, d'avoir simplement cette colonne qui ne s'équilibre pas. Maintenant, si on veut le faire correctement dès le départ, eh bien en fait il y a une seule chose à laquelle il faut penser avant de faire la mise en colonne. C'est que, imaginons je veux mettre ça en colonne, eh bien il suffit en fait de prévoir un paragraphe en dessous. Et quand je vais faire la mise en colonne, voilà, eh bien là vous allez remarquer que en fait elle se fait très bien toute seule. Voilà. D'accord? Alors pourquoi ça marche bien? Eh bien en fait parce que Word c'est directement où est la fin, vu que ce paragraphe-là on ne l'a pas sélectionné. Donc en fait comme il sait où est la fin, il met le saut continu à votre place et on est bon. D'accord? Donc là tout ce qu'il suffit de faire, par exemple c'est de justifier et de mettre les sauts de colonne après si vous en avez besoin. Alors, deux petites choses que je peux vous montrer encore par rapport à ça. Alors, là, on n'est pas vraiment dans la mise en colonne, mais ça arrive évidemment beaucoup plus souvent dans des mises en colonne. C'est le fait que quand on justifie, vous voyez, ça marche pas trop. Il y a des blancs un peu plus grands. Alors là, ce qu'on peut activer, c'est dans la mise en page. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça se trouve juste à côté. C'est la coupure de mots.
Donc là, on peut activer par exemple la coupure de mots automatique. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien, que les mots vont être coupés. Vous voyez, dit manche, ben, dit-manche, voilà. Le problème, c'est que ça s'active pour tout le document. Donc c'est un peu un choix à faire. Mais ça peut permettre de régler un peu le souci. D'accord? Alors, concernant aussi cet exercice-là, dans l'exercice, on va à un moment vous parler de lettrine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lettrine? Ben, c'est tout simplement la grande lettre qu'on met devant un paragraphe, comme dans un journal par exemple, hein. Ici, on va mettre le P en très grand, d'accord? Alors, comment on fait ça? C'est un truc aussi qu'on fait tout à la fin, parce que si la mise en page se modifie, la lettrine a tendance à ne plus bien fonctionner, et donc on est de toute façon obligé de l'enlever et de la refaire. Donc moi, je vous conseille une lettrine, c'est vous faites ça tout à la fin si vous en avez besoin. Donc ici, je vais en faire une, je vais mettre le P en lettrine. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va aller dans Insertion, lettrine, d'accord? Alors, on va faire dans le texte, hein, vous voyez ce que ça donne. Là, le problème, c'est qu'elle est un peu grande, ma lettrine. En fait, il me faudrait une lettrine de 2 lignes, pas de 3, d'accord? Donc là, je peux aller dans Options, dans le texte, et je vais faire hauteur de ligne 2 au lieu de 3. Ok, voilà, et je vais avoir une petite lettrine de 2 lignes. Donc voilà qui clôture le chapitre sur donc les sections et les mises en colonne. Donc ben, je vous souhaite un excellent travail.